Bienvenue à vous tous pour ce nouveau lundi de l'INA consacré au lambda Parole d'anonyme. Donc vous allez découvrir de la radio et de la télé. On est très contents parce qu'on a pu mettre un petit peu d'extrait radio, c'est pas si fréquent. Et puis des jeux, des micro-trottoirs, des sondages, de la télé-réalité, où je suppose que vous allez vous reconnaître. Alors, on verra bien ce que vous en penserez. Donc pour ce soir, donc je vous accueille au nom de Laurent Vallet, notre président. Je remercie toutes les équipes de l'INA qui ont participé à cette manifestation et au montage. Et puis je vais laisser la parole à Thierry Keller pour Uzbek Erika, qui nous fait le plaisir d'animer une fois de plus ce lundi de l'INA et qui va présenter nos invités que je remercie très chaleureusement et qui j'espère vont nous emballer. Merci beaucoup Agnès. Effectivement, avant de commencer, je voudrais qu'on remercie Jean-Michel Briard et Delphine Vaudou-Lambert qui font un gros travail d'archivage, de documentation et qui nous concoctent des extraits qui nous replongent dans notre histoire récente, compris de l'immédiate après-guerre, comme on s'en apercevra dans quelques minutes. Vous connaissez le principe. On s'appuie véritablement sur 3 séries d'archives d'une dizaine de minutes chacune. On n'est pas dans du zapping, on est vraiment là dans un travail de recherche et d'approfondissement. Et on a voulu aujourd'hui, dans cette collaboration fructueuse entre Uzbek Erika que je représente et l'INA, s'intéresser au lambda. C'est marrant d'ailleurs parce que quand on a eu l'intuition de travailler sur, je dirais, les gens, on a parlé d'emblée des lambda, et puis c'est un titre de travail qui est presque resté, un titre. Et d'ailleurs, je vous poserai la question à tous les 4. Il y a peut-être un petit côté péjoratif à parler de lambda. Alors, rapidement, moi, je me suis intéressé à l'étymologie. Alors, s'intéresser à l'étymologie quand on est journaliste, ça consiste à aller faire un tour pendant 3 secondes 30 sur Wikipédia, je vous rassure. Alors, j'ai appris donc que, comme je suis un peu inculte et que j'ai pas fait de grec ancien, que lambda est donc la 11e lettre de l'alphabet grec. Et alors, on utilise 11e, c'est-à-dire, pour ceux qui aiment le foot, c'est le ventre mou de l'alphabet grec. Il y a presque autant au-dessus qu'en dessous. Et donc, l'expression les lambda pour désigner des individus quelconques ou ordinaires serait issue du classement final de Polytechnique. Et quand on est ni trop bon ni trop mauvais à la sortie de l'X, on dit les lambda. Les lambda étant donc ceux qui sont censés représenter le tout venant. Alors, on va faire un petit concours de synonymes ce soir avec vous toutes et tous, et je vais vous présenter parce que je vous remercie vraiment énormément d'être avec nous. Donc, tout au fond, très loin de moi, je vous présente Nathalie Nadeau-Albertini, qui est sociologue. Vous êtes sociologue. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'Inatech en 2012 pour votre thèse qui portait sur la télé-réalité, dont vous avez tiré un ouvrage, 12 ans de télé-réalité, au-delà des critiques morales, où je dirais, par rapport à l'analyse, je dirais, classique de sociologue, vous avez un regard assez bienveillant sur la télé-réalité. Il faut dire que vous avez sans doute regardé plus de télé-réalité que n'importe quel autre programme dans votre existence, et que vous avez sans doute des choses un peu plus intéressantes que nous, lambda, qui sommes des consommateurs classiques de télé-réalité. À votre droite, Véronica Cozzo. Bonsoir Véronica. Vous avez été casteuse. Vous avez commencé comme casteuse pour de la télé-réalité ou des émissions de témoignages, en particulier. Essentiellement des témoignages. Ouais. Un petit micro. Mais on va y revenir chez Delarue. Et aujourd'hui, vous êtes réalisatrice, responsable de tournage pour TF1 ou pour M6, les Reines du Shopping, Bienvenue chez nous, des émissions que je regarde beaucoup. Tout le monde ici. Bien sûr.
et aussi sur une émission sur les mariés. Alors celle-là, par contre, je la regarde. Et qui met en scène donc des lambda. Et la question, c'est de savoir évidemment si le lambda d'aujourd'hui est pas un tout petit peu moins naïf que celui d'hier. À votre droite, Véronica, Hervé Pochon. Hervé Pochon, le fameux Hervé Pochon du temps de Pochon sur France Inter. Hervé, vous êtes journaliste. Vous avez aussi une petite carrière de comédien, notamment chez Moki. Il y a beaucoup de lambda chez Moki. Il y a beaucoup de lambda chez Moki. Et quand on voit Moki lui-même, il a une tête de lambda. Moi, président, a été le programme radiophonique quotidien de la matinale de France Inter dans l'année qui a précédé l'élection présidentielle. Et revenant sur ce mois président, cette anaphore hollandaise, vous avez été tendre votre micro à des Français qui se levaient le matin sans savoir qu'ils allaient être interrogés par vous, donc des lambda. Alors on s'est posé la question tout à l'heure, en catimini, de savoir si c'était du micro-trottoir ou pas. Là encore, est-ce que c'est péjoratif d'utiliser le terme micro-trottoir? On verra ça avec vous. Et puis, à vos côtés, Christophe Deleu, juste à côté de moi. Christophe, vous avez été aussi... Vous êtes un documentariste, puisque vous avez fait de la radio, notamment avec, pour France Culture, sur les docs, qui est l'étalon du documentaire radio. Mais vous êtes prof au QEJ, l'école de journalisme de Strasbourg, et vous avez écrit Les Anonymes à la radio, usage, fonction et portée de leurs paroles. Donc vous, votre spécialité, c'est la radio. Avant qu'on entame la première séquence, j'aimerais vous poser à tous les quatre cette question un peu introductive. Le lambda, pour vous, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue plus macro? Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous voyez dans cette expression quelque chose de péjoratif? Nathalie. D'accord. Alors je suis la première à répondre. Pour moi, le lambda, c'est un anonyme, tout simplement. Pour moi, c'est un synonyme d'anonyme. D'ailleurs, le titre que j'aurais donné, c'est La parole des anonymes, effectivement. Est-ce qu'il y a une connotation péjorative? Au début, quand j'ai lu le titre, oui. Je me suis dit, oui, quand même, lambda, c'est pas très gentil. Et puis, en fait, je me dis que non, parce que c'est quand, finalement, lambda, quelque part, ça rappelle la banalité. Et finalement, quand on le verra dans les extraits, finalement, la télévision à ses débuts, quelque part, voulait beaucoup insister sur la banalité, mais dans un sens positif. Donc finalement, non, je pense que c'est une bonne expression. Véronica, les lambdas, c'est votre quotidien depuis quoi, 15 ans, 20 ans? À peu près. Oui, c'est à peu près ça. Et alors nous, on n'utilise pas du tout ce terme de lambda. C'est quoi les expressions à la télé pour exprimer candidat. Les vraies expressions? Candidat. Ouais. Même ouais, quand on n'est pas dans un jeu. On est passé du mot témoin. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a utilisé le mot témoin parce que c'était du témoignage. Et là, ça fait des années que je n'entends plus. Quand on dit témoin, on sait que c'est un vieux qui parle. Et sur tous les jeunes réalisateurs de télé-réalité, ils parlent instinctivement des candidats, y compris quand on regarde du témoignage. Ils disent, ils ont un bon candidat. Je dis, oui, c'est quand même du témoignage, en fait. Et donc, voilà, lambda, on disait un peu les vrais gens. Et voilà, donc on est passé des témoins aux vrais gens, aux candidats. Et maintenant, ça s'arrête là. Parfois, les concurrents. Okay. Voilà, c'est un petit peu l'évolution. Donc, je pense que ça en dit un peu long sur l'évolution de la télé, en fait. On va parler de la question générationnelle après avec vous, parce que c'est forcément extrêmement important. Un baby boomer se comporte pas de la même manière qu'un millénial. Non, pas du tout. Pas du tout. Hervé, vous aussi, le lambda, c'est votre matière première? Ah oui, mais alors moi, en fait, pour moi... Vous avez été choqué quand vous avez vu le titre aussi? Non, ça m'a beaucoup amusé. Mais moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que, effectivement, mon plaisir, c'est de tendre mon micro à des gens qui ne sont pas connus.
Et à côté de ça, au départ, ce sont des lambdas, mais à l'arrivée, ce sont plus du tout des lambdas, quoi. Et pour vous donner un exemple, par exemple, l'autre jour, j'étais à l'inauguration d'un théâtre à Lieu-Saint. Et puis, j'étais là donc avec mon micro. Et puis, je vois un monsieur. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé vers lui. Hein, il avait des cheveux blancs. Et je lui demande pourquoi il est là. Et il me dit parce que ma femme fait partie de la troupe et tout. Et je lui dis ah bon. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Et il me dit moi, j'ai été prof de tai chi de 78 ans à 82 ans. Et aujourd'hui, j'ai 84 ans, donc je suis à la retraite. Et il me dit, et donc il me raconte un peu sa vie, quoi, en me disant qu'il a découvert le tai chi à la retraite parce qu'il ne voulait pas s'ennuyer, il voulait faire quelque chose qui l'empêche pas qui soit facile à faire. Et moi, je suis désolé, j'aime raconter des histoires. Hein. Donc en fait, quand je vais voir les lambdas, c'est pour qu'ils me racontent leur histoire. Et donc là, je vous en raconte une. Et donc il me raconte sa vie comme ça. Et puis, après, je vois le directeur du théâtre et il me dit, mais ça va, ça se passe bien ton reportage? Alors je lui dis, oui, très bien. J'ai rencontré un mec qui était prof de tai chi de 78 ans à 82 ans et tout. Il me dit, ah oui, c'est un ancien curé. Oh, je lui dis, non, mais ça, c'est incroyable. Donc, je revais le voir. Et puis, je lui dis, ah oui, mais je peux... Il me dit, ah non, mais tu lui dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, parce que je lui dis, non, t'en fais pas. Et donc, je vais le voir et je lui dis, ah, dites donc, j'ai appris, une femme m'a dit que vous étiez un ancien curé. Vous me l'avez pas dit? Alors, il me dit, bah oui, mais je vous ai pas tout raconté. Mais je lui dis, vous pouvez m'en dire plus et tout. Et il me raconte sa vie, quoi. Et donc, au départ, c'était un lambda, mais à l'arrivée, quand il est passé à la radio, les gens m'ont dit, mais il est extraordinaire, ton gars. Et il était curé, il était prof de tai chi. Et puis voilà. Donc finalement, peut-être que moi, je prends des lambdas, puis à l'arrivée, ce ne sont plus des lambdas. Ouais, il y a peut-être aussi une manière de les sentir. Ça s'appelle la profession. Christophe, de votre côté, si je vous pose... alors, il y a un petit problème avec ce micro, peut-être on peut le faire passer. Le lambda, pareil, péjoratif, pas péjoratif, quelle acception du lambda selon vous? Et on a souvent coutume de dire que quand voilà, vous qui êtes prof de journalisme, qui enseignez à des futurs journalistes, on a coutume de dire que parfois, quand on n'a pas le temps, pas les moyens, on va faire vite fait un micro-trottoir et puis on pose une question à un pour et à un contre et hop, emballé, c'est pesé. C'est un peu votre sentiment ou comment on traite ce lambda dans cette profession étrange? Lambda, oui, je pense que c'est pas trop un terme qu'on utilise à la radio. C'est vrai que on utilise souvent le terme d'anonyme. Mais moi, au départ, ce qui m'a donné envie de faire de la radio, c'est de les écouter, ces anonymes, puisque j'écoutais les Nuits Magnétiques pour les plus anciens d'entre vous. Voilà, ça va faire signe. Mais aussi l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, où il y avait quasiment que ça. Oui, Hervé Pochon y a travaillé. Donc moi, j'écoutais ça quand j'étais étudiant. Et après, j'ai juste voulu faire pareil, quoi. Donc, par mimétisme. Et c'est vrai que le premier stage que j'ai fait, c'était dans une radio locale de Radio France, je me souviens. Et le premier truc qu'on fait faire aux stagiaires, c'est qu'on les envoie faire des micro-trottoirs. Poum. Alors ça, c'est le bizutage. Et donc, une partie de mon été a consisté à aller faire des micro-trottoirs tous les jours sur la présomption d'innocence, sur le scandale du lait, enfin bon, bref, tout ça. C'était déjà ça. Et bon, alors c'est vrai qu'on fait ça une fois, on découvre... Il y a un vrai problème de lait dans ce pays. C'est merveilleux, voilà. Donc j'ai actualisé mes exemples. Mais donc voilà, moi je partais dans la rue et puis on trouve ça magnifique la première fois, la deuxième fois et puis la troisième fois, on se rend compte quand même des limites de l'exercice. Il faut trouver des pour, des contre. Donc j'étais très vite assez frustré quand même. Donc je me suis dit on va essayer de régler ça peut-être en un quart d'heure et après on va faire autre chose. Et donc j'avais aussi un Agra à l'époque, c'était des gros appareils. Et donc une fois que le micro-trottoir était en boîte, je me disais tiens, je vais poser d'autres questions aux gens. Et donc, ça dépendait des semaines. Donc voilà, il y a eu des semaines, je leur ai simplement demandé, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Voilà, et les gens répondaient. Et d'autres fois, je leur disais, mais quel est votre livre préféré? Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui m'ont raconté leur vie comme ça. Une fois, j'ai rencontré une femme, je me souviens, je lui ai dit, quel est votre livre préféré? Et elle me dit, Belle du Seigneur. Bah, évidemment. De Cohen. Je dis, bon, mais pourquoi? Et là, une demi-heure, et j'ai gardé les bandes d'ailleurs, je les ai jamais diffusées. Donc j'ai quelques bandes comme ça où voilà, c'est vrai que spontanément les gens se racontaient et on n'était pas dans un café, on était vraiment dans une place à Lille, voilà, une grande place, il y avait des passants partout. Vous imaginez, il y a des centaines de personnes et il y a juste quelqu'un qui comme ça debout dans le froid qui raconte sa vie pendant 3 quarts d'heure.
Donc au départ, j'ai plutôt une approche aussi bienveillante des anonymes pour répondre à la question. Voilà, pour moi, l'anonyme, c'est aussi quelqu'un qui, dans les médias, vient apporter un peu de fraîcheur, un peu de... Oui, un peu de... Voilà. Alors après, bon, on va voir que c'est pas que ça, la parole des anonymes. Mais tel que moi, j'ai approché, et tel que je l'ai approché, cette notion d'anonyme, c'est aussi comme ça que je l'entendais quand j'ai commencé mon travail de thèse par la suite. Okay. Après, j'ai découvert que c'était pas que ça. Alors, on parlait du micro-trottoir. On va lancer la première séquence. Si vous voulez, vous les avez vus, mais on va se remettre au premier rang pour pouvoir mieux les visionner. 10 minutes, et puis ensuite on va parler justement de cette plongée dans la France et de l'immédiate après-guerre et de ces anonymes et des micro-trottoirs. On se rejoint dans 10 minutes. Alors, nos lambda. C'est marrant cette dernière séquence avec Simone Signoret qui était une professionnelle de la profession et cette jeune femme qui incarnait une certaine forme de pureté. Est-ce que c'est la pureté qui l'emporte avant toute chose quand on va tendre son micro à un anonyme? Est-ce qu'on cherche un discours qui serait moins biaisé, moins préparé, moins professionnel, plus amateur? Est-ce que c'est ça l'enjeu, Hervé, puisqu'on vous a écouté tout à l'heure et on est tombé sur cette séquence extrêmement symétrique? On vous sent un peu, d'ailleurs, je ne suis pas choqué, mais vous qui aimez les gens, ouais. Cette caissière raciste, vous... Non, ce qui m'a... comment la gérer? Oui, c'est ça. Mais non, ce qui m'a amusé avec elle, parce que je me rappelle très bien, elle était devant donc un supermarché à Annecy et donc c'était sa pause cigarette. Pour moi, ce sont des moments très privilégiés. Maintenant qu'on peut plus fumer dans les lieux, c'est que les gens vont fumer dehors et donc moi, ils ont du temps à perdre et je peux profiter de ce temps à perdre pour les faire parler. Et donc quand je l'ai fait parler, elle a commencé, enfin je veux dire, il n'y a pas de montage là-dedans, parce que le seul truc que j'étais obligé de faire, c'est de pousser au maximum, parce que quand elle dit je suis raciste, c'était vraiment dans les choux, comme on dit. Alors je l'ai poussé un petit peu. Mais ce qui m'a amusé, c'est que elle avait conscience que c'était pas bien de dire qu'on est raciste. On peut pas dire qu'on est raciste. Et donc elle l'a chuchoté, quoi. Et après, elle est partie. Mais moi, quand j'y repense, je suis très ému par cette femme qui a accepté de me dire ça et qui n'a pas voulu développer plus, mais voilà, elle me l'a dit et puis elle est partie. Et puis, comme je l'ai dit, vraiment, la personne qui est passée après, c'était ce jeune noir et il n'y avait pas de discours à faire, quoi. La réponse est venue toute seule et c'est vraiment moi ce que j'aime dans cet exercice, c'est justement d'être surpris par le lambda, par l'anonyme, par la personne de la rue. Et c'est pour ça que par rapport à la situation avec Simone Signoret, moi j'aurais été dans le magasin, j'aurais fait la même chose. C'est pas tellement que la jeune femme dégageait de la pureté ou de la virginité ou je sais pas quoi, mais c'est juste qu'il y a une situation, quoi. On voit quelqu'un qui est en train d'essayer une couronne de mariée, on se dit bon bah là je vais avoir une histoire et effectivement voilà, la femme parle de son futur mariage et puis c'est le début de l'histoire et je pense que enfin, j'aurais été là, moi je l'aurais fait, comme disait tout à l'heure le professeur, je l'aurais fait parler pendant 3 quarts d'heure, quoi, parce que savoir pourquoi elle se marie, et puis on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça va finir, quoi. Nathalie, on sent, c'est marrant, il y a un saut temporel assez net, on passe direct des années 60 à 2016. Est-ce qu'il y a une professionnalisation de l'anonyme d'après vous? Est-ce qu'on sent au point de départ une certaine forme, je dirais, de... bon, juste les gens ne sont pas habitués, on n'est pas encore dans la massification des médias. Et puis, ensuite... Oui, totalement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette séquence d'extrait, c'est le côté fragile en fait de cette parole que j'ai trouvé très jolie. C'est-à-dire que on voit, ils ont des petits sourires gênés, des petits rires gênés, parfois des regards un peu fuyants. On voit qu'ils
parfois qu'ils cherchent la validation du journaliste. On le voit par exemple dans le reportage de 5 colonnes à la une, où ils sont très surpris qu'on leur pose la question. C'est à nous que vous demandez ça. On a entendu sur le franc lourd. C'est-à-dire que, en fait, ils attendaient une parole d'expert, et c'est à eux qu'on vient le demander. Donc, je pense qu'ils se sentent assez illégitimes, et qu'on le ressent dans leur façon de parler ou dans leur posture corporelle. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que j'ai reçu ces images. Alors, d'autant plus qu'on on les fait parler de choses économiques, politiques. Là, on n'est pas encore vraiment dans... on n'est pas encore dans l'intimité. On n'est pas encore dans l'intimité. Non, ouais. pas du tout. Véronica, vous qui aussi connaissez bien les anonymes, non, mais cette peut-être perte de naïveté, est-ce que vous l'avez senti au fil des ans Ah oui, mais là j'ai l'impression de regarder quelque chose qui ne peut pas exister. C'est-à-dire que maintenant, non, parce que maintenant les gens viennent à nous. Donc c'est-à-dire que là c'est les gens qu'on va chercher. Et même ce que vous faites, vous allez les chercher, ces gens-là. Alors que, en tout cas, moi, ceux à qui j'ai affaire, c'est des gens qui, à 80%, ils viennent vers nous. Donc la démarche est inversée. Donc à partir de là, il n'y a pas du tout la même naïveté, bien sûr. Ils savent pourquoi ils viennent, ils savent dans quoi ils mettent les pieds, donc dans quel engrenage ils sont en train de... Et puis ils connaissent parfaitement les rouages de l'intérieur. C'est plus du tout... cette naïveté n'existe plus. En tout cas, aux gens à qui j'ai affaire. Peut-être que ça existe encore dans des types de reportages que vous faites, mais en tout cas, dans la télé-réalité, dans le divertissement, les gens ils connaissent très souvent l'émission beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que parfois, nous, on leur fait tourner des choses, mais ça, c'est plus monté. Et là, on appelle et dit, c'est vrai que vous montez plus? Bah non. Et voilà. Je ça, on va y revenir après dans la télé. Non, mais oui. Pour dire que voilà, on parle de deux mondes qui n'ont plus rien à voir en fait. Mais peut-être Christophe, sur le caractère un peu politique, on va chercher comme ça une parole du vrai Jean. On a entendu cette expression tout à l'heure, qui de fait s'oppose à celle de l'expert. Est-ce qu'on attend de ce vrai Jean ou de ces vrais gens l'irruption de quelque chose d'un peu magique, d'alternatif au regard en opposition à la parole de l'expert, du politique qui a son discours ultra cadré, ses éléments de langage? Il faut quand même peut-être rappeler un peu, puisqu'on a regardé des vieilles images, on a écouté des vieux sons, quelques petites choses, parce que c'est vrai qu'on regarde en souriant souvent, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette parole du lambda et de l'anonyme, longtemps, elle a fait extrêmement peur aux gens qui dirigeaient les médias. Alors là, c'est vrai que là, on voit en plus des mélanges de paroles qui ne se ressemblent pas. Il y a des paroles politiques, il y a des paroles qui annoncent déjà la vague de divertissement qu'on va explorer tout à l'heure. Il y a plusieurs types de paroles. Mais la parole politique, la parole du lambda qui dit son opinion politique, c'est arrivé très très tardivement dans les médias. Y compris dans ce qu'on voit là, on interroge les gens sur les vitamines, mais pendant ce temps-là, on les interroge pas sur la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine. Donc, il y a ce qu'on a vu, mais il y a ce qu'on ne pouvait ni voir ni entendre. Et que donc, aller demander l'opinion politique des Français, il a fallu attendre les années 1960, enfin 50 et 60 à la radio. Vous vous rendez compte? Alors que la radio, elle date de 1920. C'était pas autorisé, quoi. Les émissions qui ont tenté de donner la parole au lambda au début, elles se sont fait censurer. Europe 1 en particulier, qui a été la première radio véritablement après-guerre à donner la parole aux anonymes, elle a eu des gros soucis avec le pouvoir politique. Donc il faut pas rappeler que, voilà, on regarde ces images, c'est vrai qu'en s'amusant, mais il y a eu des combats. Et le combat ultime, ça a été, je pense, celui des radios libres qui sont arrivées au début des années 80 et qui avaient fait de la liberté d'expression quand même leur credo, c'était leur combat. Donc il y a eu une véritable lutte de la part de ces anonymes pour arriver dans les médias. Ça a été un combat. Il y a eu un plafond de verre qui a dû être crevé. Oui, parce que le pouvoir se défendait. Il avait peur de cette parole. Ça fait d'ailleurs d'une certaine manière toujours peur. Et il faut quand même pas oublier que les médias, enfin ce qu'on appelle les médias en général, c'est eux qui ont le pouvoir dans cette relation. Hein. C'est pas l'anonyme, c'est pas le lambda.
Le lambda, on l'a bien vu, il appelle la télé pour participer, il appelle la radio. Et c'est pas lui qui décide des choses. Lui, il est dans la partie... c'est une relation complètement asymétrique. Hein, c'est le média qui choisit, bien sûr, à qui il va donner la parole. Donc ça a été un combat, une lutte. Et moi, je trouve intéressant qu'on ait vu aussi des extraits de jeux, parce que précisément à la radio, les premières émissions où les lambdas ont été invités à s'exprimer, c'était les jeux. Parce que là, dans les jeux, on était sûr qu'ils n'allaient pas donner leur opinion politique. Voilà, ils répondaient oui, non. Voilà, ils répondaient, ils faisaient les savants. Mais voilà. Après, on était là un peu plus loin. On leur a dit, bah tiens, vous pouvez aussi chanter. Alors bon, ils se sont mis à chanter, puis c'était l'apparition du radio-crochet. Mais vous voyez, c'était toujours le secteur du divertissement, hein, un peu comme chez Guy Lux, là, avec le Schmilblick. Voilà, on connaît beaucoup plus le Schmilblick avec le sketch de Coluche qu'avec les vraies images, d'ailleurs. Exactement, voilà. Donc il fallait, voilà, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de différence. Voilà. Mais dire tout d'un coup, tiens, je suis contre le général de Gaulle, c'était quand même, c'était pas possible. Mais donc il y a forcément, je vais dire un mot horrible, mais un empowerment du lambda qui a pris du muscle et qui est de fait moins naïf. Et d'ailleurs, finalement, à qui, je ne sais pas si ça nous fait encore peur, mais à qui on a généralisé la demande d'intervention, notamment dans les élections, à l'élection présidentielle de 2012, il y avait des face aux Français en veux-tu, en voilà, qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Alors effectivement, il restait un peu moi président, mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de balancier où on a beaucoup fait appel au lambda et un peu moins aujourd'hui? Est-ce que c'est votre sentiment, Hervé? Alors, il y a plus grand monde qui aujourd'hui, à part vous, tendez le micro. Oh, j'aurais pas cette prétention-là, mais je sais pas que vous dire, parce que à la fois les radios ont été très gourmandes de ça, puisqu'il y avait soit les gens qui allaient tendre leur micro, puis après il y a eu aussi à la radio les gens qui appelaient et là pouvaient témoigner. Bon, alors c'est sûr qu'il y avait toujours un filtre, hein, les gens n'arrivent pas à l'antenne comme ça, mais moi je sais qu'il y a des gens qui me disent oh non, moi j'en ai marre d'entendre les auditeurs à la radio, ça m'intéresse pas, j'écoute pas pour avoir l'avis de Madame Michu, moi j'écoute la radio pour avoir l'avis d'un spécialiste, quoi. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui effectivement il y a un peu un retour de balancier et les gens veulent avoir des avis éclairés et peuvent tendance à zapper parce que voilà, c'est la parole d'un anonyme, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est son histoire. Mais voilà la réponse que je peux vous faire. Nathalie, le français moyen a fait irruption dans l'espace public. Est-ce que c'est ça que vous avez aussi conclu de ces extraits? De ces extraits, d'abord, j'aurais voulu dire quelque chose sur ce que disait Hervé. C'est-à-dire que peut-être aussi qu'on demande moins... on attend moins la parole des anonymes dans les médias classiques parce que maintenant il y a les réseaux. C'est-à-dire que peut-être que maintenant on se dit l'endroit, les médias où les anonymes peuvent s'exprimer aujourd'hui, sur ce qu'ils veulent, y compris en politique, ce sont les réseaux sociaux. C'est peut-être une piste pour répondre à cette question. Après, est-ce que les lambdas font irruption dans l'espace public? Sur ces images, non, on ne peut pas totalement parler d'irruption. On peut dire, pour moi, c'est plus... ça montre plus les idéaux qu'on pouvait avoir sur la représentation des lambdas. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai regardé ces images, ça m'a fait penser... à la conception qu'avait le critique de cinéma André Bazin de la télévision, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher la vie où elle est, d'entrer dans le foyer du spectateur, d'aller dans son intimité. En fait, faire ce que le cinéma n'avait pas réussi à faire avec le néoréalisme. Donc l'idée, c'était de parler en fait au spectateur de sa vie sur le thème de la conversation. Moi, je voyais plus quelque chose en termes... Voilà, pour moi, c'était plus les idéaux de la représentation des anonymes.
Alors, bon, il n'y a pas de Rossellini dans les extraits, mais il y a un môme qui peut faire penser au Jean-Pierre Léaud des 400 coups. Oui, il y a ça. Il y a ça. Effectivement, on a ce oui, c'est vrai. Il y a la recherche du vrai quand même. C'est ça. Il y a la recherche du vrai, il y a la recherche de l'authentique. Il y a En fait, je pense que c'est mis en scène pour montrer une sorte de moment unique. C'est-à-dire de dire, voilà, la vie de ces personnes, elle se vit ailleurs, elle s'écrit en dehors des caméras, mais la caméra est là. Et elle va saisir un petit moment unique. Et elle va vous donner un petit moment unique qui va vous parler d'eux, mais qui va aussi vous parler de vous. Véronica, vous vouliez ajouter un mot ? Non, parce que par rapport à cette télévision qui a été, pour laquelle en tout cas on a eu beaucoup de demandes et beaucoup de travail, pour laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, qui est la télévision un peu de la rue qui vient après tout ça, mais qui est la télévision des salles à manger en fait, où on était dans l'intérieur chez les gens. Moi je constate maintenant il n'y a plus de demandes, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus parce que les chaînes ne nous passent plus commande de ce type de télé-témoignages. Donc après je laisse certainement, vous avez d'autres... d'autres réponses. Je ne connais pas la réponse à ça, mais en fait, je constate qu'il y a moins d'intérêt, il y a moins de demandes, donc peut-être qu'on a épuisé le genre. On a usé le concept jusqu'à la corde. Je pense que c'est peut-être ça, mais bon, au bout d'un moment, les sujets se renouvellent à l'infini s'il y a l'intérêt. Et sauf que là, maintenant, j'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne, et peut-être au mieux. Christophe ? Non, mais c'est pas complètement rassurant ce qu'on dit, parce que tout ce mouvement d'apparition de la parole de l'anonyme, en fait, l'origine est beaucoup plus ancienne même que l'apparition des médias en eux-mêmes. Ça date quasiment de la Révolution française, où le mouvement d'élargissement de l'espace public, il a commencé à ce moment-là. On appelle ça le marais. Voilà, on peut le dater à ce moment-là. Et il n'a cessé, en fait, de s'élargir. Et les différents médias qui sont apparus, la presse, puis la radio, puis la télévision, ils ont contribué en fait à élargir cet espace. De plus en plus de gens pouvaient s'exprimer, soit pour raconter leur vie, mais aussi pour participer à la vie de la cité. Et c'est apparu clairement comme ça, comme un élargissement. À partir du moment où c'est vrai qu'on n'a plus d'émissions, où ça n'intéresse plus les chaînes, où ça ne se fait plus, on peut s'interroger quand même sur la question du recul quand même démocratique. Parce que c'est vrai que ça fait sourire les gens à qui on demande de s'exprimer sur la réforme de la monnaie. Bien sûr que personne, tout le monde n'est pas capable de répondre à ça. Mais bon, c'est ce qui d'ailleurs a longtemps constitué une fracture. C'est-à-dire que les anonymes ne pouvaient pas forcément participer aux émissions parce qu'ils n'étaient pas ce qu'on appelle compétents. Ils n'avaient pas l'expertise justement des experts, des représentants. Et donc, dès qu'ils apparaissaient soit à la radio, soit à la télé, ils étaient décrédibilisés. Voilà. Mais ce qui s'est passé quand même parallèlement, c'est que ces anonymes, ils ont été de plus en plus compétents. Et notamment dans certaines émissions qu'on a vues plus tard à la radio, le téléphone sonne, radio comme c'est vous, on s'est bien rendu compte quand même que les auditeurs, ils étaient de plus en plus compétents et ils en savaient parfois autant que certains journalistes qui s'exprimaient à l'antenne. On a vu cette montée comme ça en compétences. Et d'ailleurs, les radios parfois ont élevé le degré de contrainte pour accéder à ces émissions. Les filtres ont parfois été beaucoup plus sélectifs. C'est vrai que c'était pas pareil de passer, par exemple, dans l'émission Les auditeurs ont la parole sur RTL que dans Radiocom sur France Inter, parce que les auditeurs n'étaient pas forcément les mêmes. Donc on voit bien que comme ça, il y a une espèce comme ça de hausse de la en gamme de l'expertise. Oui, de l'expertise, qui a d'ailleurs fait peur à certains moments aux radios, et notamment même le service public a eu peur de ça. Il y a eu des grands moments de radio où des journalistes, des experts se sont retrouvés en porte-à-faux par rapport à la parole de l'anonyme. Il y a eu notamment une émission mémorable dans les années 90 avec un attentat à Paris où, dans la matinale de France Inter, on dit voilà, il y a eu un attentat. C'était pas les récents, c'était plus ancien que ça. Et il y a un auditeur qui appelle à Radio comme c'est vous et qui dit mais ce que vous dites depuis ce matin, c'est pas possible. On ne peut pas faire exploser quelque chose avec une bonbonne telle que vous l'avez décrite. C'est une bonbonne de camping. Cette bonbonne ne provoque pas ces dégâts-là.
Et vous avez un des plus beaux silences de la radio publique qui existe. C'est-à-dire que personne ne savait quoi dire à l'auditeur. Les journalistes, silence à la radio. Les journalistes ne savaient pas. Ils se sont retrouvés en difficulté. Donc, à nouveau, cette parole qui fait peur. Mais voilà. Alors, bon, moi, je ne sais pas qui avait raison, c'était l'auditeur ou pas. Il ne s'agit pas de savoir ça ici. Mais donc, ce mouvement-là, dans les années 90, il était très, très marqué. Et on voit, effectivement, dans les années 2000... On a bien vu à la radio, en tout cas, que cette expression était en recul. Alors c'est vrai qu'elle s'est déplacée sur les réseaux sociaux. Je suis assez d'accord avec ça, mais les réseaux sociaux, quand même, c'est pas la même audience, même encore aujourd'hui, que la radio, que la télé. Je veux dire, quand même majoritairement. Il y a encore des masses médias. Ah oui, il y a encore il y a encore des grosses audiences, que ce soit la radio. Et donc, elle est passée où cette parole des citoyens, pour le coup? Je pense que dans les discussions qu'on doit avoir, on doit quand même être conscient de ça aussi, de pas oublier d'où ça vient. Et on a vu que maintenant on parlait des candidats. Les candidats, c'est pas la même chose que les citoyens qui s'expriment sur tel ou tel problème politique. C'est comme le service public. Nous étions des usagers, nous sommes devenus des clients. Voilà. Donc le fait qu'elle soit moins présente, moi, m'interpelle quand même. Alors bon, on est en train de prendre du retard, mais je voudrais juste qu'on appuie 2 secondes sur cet aspect des choses. On est là dans quelque chose de très politique, puisque vous parlez à l'instant de Révolution française. Est-ce que plus on tend le micro aux individus anonymes et plus on démocratise l'espace public? On a le sentiment peut-être parfois inverse de se dire, tiens, plus je vais poser la question et moins je fais mon travail. Est-ce que c'est un signe de vitalité démocratique, Véronica Ah bah oui. Non, franchement, je me sens pas légitime pour répondre. Donc je vais mais si. Ah si. Alors, le mot est lâché, la légitimité à prendre la parole dans l'espace public, c'est quelque chose d'important. On a même été, si on tire le fil, jusqu'aux théories du complot, puisque on devient à tel point un citoyen expert qu'on est capable de dire à l'expert lui-même qu'il raconte n'importe quoi et on peut le prouver par A plus B, alors que parfois on prouve n'importe quoi, y compris que la Terre est plate. Alors, jusqu'où s'arrêter dans le curseur de la démocratisation et du fait de tendre le micro, Nathalie? Jusqu'où s'arrêter? J'avais pas prévu de poser cette question, mais puisque le débat nous amène vers ça... Non, j'avais pas forcément réfléchi non plus avant que vous posiez la question, mais c'est une grande question. C'est-à-dire, où s'arrêter? Vous aurez la parole, évidemment, tout à l'heure. Oui, ça va sans dire. Effectivement, vous avez raison quand où s'arrêter, parce que d'un côté, vous avez un mouvement effectivement où on démocratise la parole. De l'autre côté, effectivement, ça dépend le type de parole qu'on met dans l'espace public. C'est-à-dire que où va s'arrêter l'expertise en fait de l'anonyme. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même un moment. Je vous dirais, où l'expert n'est pas expert pour rien. Il a quand même une compétence et il est quand même là pour, justement, pour modérer les choses dans ce qui peuvent être dit. C'est-à-dire pour moi, l'expert est là pour recadrer. Je vais peut-être vous prendre un exemple un peu personnel. Donc, je vous ai dit, j'ai fait une thèse sur la télé-réalité. Donc, ça veut dire que quand il se passe certaines choses en télé-réalité, donc par exemple des hélicos qui tombent sur un tournage d'une émission qui s'appelait Dropped, ou l'histoire de Nabila, quand Nabila Benatia avait donné un coup de couteau à son compagnon. En fait, donc j'ai été abondamment sollicitée sur ces questions, et en fait, j'avais quand même des questions qui étaient très gênantes. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans les 2 cas, on ne savait pas ce qui s'était passé. Au moment où on me posait les questions, on ne savait absolument pas ce qui s'était passé. Et en gros, ce qu'on voulait me faire dire, c'est que c'était de la faute de la télé-réalité, parce que c'était une mauvaise télé, etc. Mais à chaque fois, je leur ai dit, mais attendez, moi, je ne peux pas vous parler sur quelque chose alors qu'on n'a pas les faits. Je m'adressais à des journalistes. On n'a pas les faits. Moi, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi vous vous posez la question. Ça, je vais vous l'expliquer. Mais répondre comme ça, non. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un moment où, oui, la parole de tout le monde, c'est bien. L'esprit critique,
c'est une très bonne chose, mais il y a un moment, l'expert a quand même son rôle, justement, de recadrer parfois les choses. Alors, on va assister à la deuxième salve d'extrait qui, là, va mettre en scène l'individu jusque dans son intimité. On se retrouve tout de suite. On est là dans quelque chose de beaucoup plus intime, de quasi-voyeur. C'est comme ça que vous l'avez senti aussi ? Ah oui, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que finalement, la télé n'a rien inventé. Ces dernières années, on parle de trash télé. Mais bon... c'est violent, là. Enfin, Bah oui, c'est pour ça que je trouve que... Bon, alors, perdu de vue, moi, je me rappelle, tout ça. Mais cette émission où il y a 3 rêves, et entre autres, c'est cette jeune fille qui voudrait avoir des parents pendant 15 jours... Enfin, moi, je comprends pourquoi je fais de la radio, quoi. Parce que... J'aimerais pas faire ça. Oui, tout ce qui manque par rapport... Bah, je sais pas si vous voulez poser une question, mais... Oui. Non, tout ce qui manque par rapport à la télé d'aujourd'hui, c'est justement la salle à manger. C'est-à-dire que le pas après, ça a été l'entrée dans les foyers. Là, pour l'instant, on est encore dans un dispositif, je ne sais pas si c'est pour des contraintes techniques... Ou parce qu'on n'a pas eu encore l'idée, ou parce que la mode n'est pas arrivée, on n'allait pas encore chez les gens. L'étape d'après, ça a été la même chose dans la salle à manger, l'engueulade avec la cousine, les trucs, je sais pas quoi, enfin bon, la visite chez le médecin. Il y avait tout le tournage en séquence, en fait. Ce qui est... Oui, là, on fait venir les lambdas sur des plateaux et on sent bien d'ailleurs que, Nathalie, vous l'avez aussi observé, on sent bien qu'ils sont pas super à l'aise, qu'il y a une asymétrie de look entre notamment Mireille Dumas et cette brave dame. Oui. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que tant qu'ils sont à la radio, en fait, quelque part, ce sont des voix sans visage. On reste dans quelque chose de secret, de caché. On est presque dans l'obscurité du confessionnal. Quand ils arrivent sur les plateaux, on les voit. On voit leur visage, on voit leur corps. Et quelque part, la parole des anonymes, elle va se faire au-delà des mots. C'est-à-dire que c'est plus seulement les thèmes qui sont abordés, ce sont ces dispositifs d'émission qui insistent sur les visages pour que les visages disent les émotions, disent les ressentis. On insiste aussi sur les histoires que les corps peuvent raconter, puisque effectivement dans cet extrait de Bal et Masque, on voit qu'il y a une grande différence entre la façon dont les deux invités sont habillés, leur physique, et Mireille Dumas, donc qui est très soignée. Enfin, on voit que les corps en fait de ces invités racontent une autre vie, une vie qui a été assez difficile, une vie qui s'est passée loin des plateaux télé. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cette idée finalement que la parole d'anonyme se fait au-delà des mots. Ça m'a marqué quand j'ai vu ces images. Christophe, là, alors, il y a de la radio, hein, il y a Macha Béranger et il y a Ménie Grégoire, et il y a vraiment une rupture nette, effectivement, quand tout à coup les lumières sont braquées sur ces anonymes. On a presque le sentiment qu'on est dans du témoignage à la radio et dans du voyeurisme dès qu'on passe à la télé. Bon, c'est vrai que le montage n'est pas particulièrement gentil pour la télévision. Je pense que dans les faits, c'est peut-être un peu plus... C'est moins manichéen. Nous expliquera comment on castait chez Delarue. Oui, c'est moins manichéen. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a parlé tout à l'heure plutôt des lambdas qui donnaient leur opinion politique, qui s'exprimaient sur les sujets sociétaux. C'est vrai que parallèlement, il y a eu un mouvement, mais c'est quasiment en même temps. Hein, il a démarré, je crois, dans les années 60. Dans les médias, c'est vrai que les anonymes se sont mis à raconter leur vie. Ça s'est fait beaucoup à la radio, notamment Radio Luxembourg, et une des émissions les plus importantes, ça a été bien sûr celle de Ménie Grégoire. Mais ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs, avec le recul, parce qu'au départ, on les entendait pas, les anonymes d'ailleurs, on lisait simplement leurs lettres à l'antenne. Est-ce que c'était une peur? Est-ce que, je sais pas, enfin, là, il faudrait reprendre l'histoire de l'émission. Encore. Donc, on voit bien quand même qu'on y allait quand même à reculons. Hein, mais voilà, il se disait quand même des choses extraordinaires dans ces lettres sur la condition féminine. Et puis après, elles sont arrivées au micro. Et on les a entendues.
Et là, c'était encore différent. Après, il y a eu d'autres émissions comme Macha Béranger. Et c'est vrai que ça, c'était neuf, mais ça reflétait vraiment aussi l'époque. C'est-à-dire que la parole dite intime, on va dire, il y a des tabous qui sautaient, y compris dans la société. On a fait une très belle émission dans ce cinéma sur le sexe à la télévision, et on voyait des lambdas parler de leur vie sexuelle de manière... c'était la préhistoire par rapport à aujourd'hui. Ouais. Bah oui, donc ça, c'était les débuts de tout ça. Donc, bon, et c'est vrai qu'il y a un instrument qui a joué un rôle très très important dans toute cette histoire, c'est le téléphone. S'il n'y a pas eu le téléphone qui s'était démocratisé lui aussi dans les années 60-70, tout cela n'aurait pas existé. Donc, alors, est-ce que c'est vrai que uniquement parce qu'il y a un micro, on est moins dans le voyeurisme? Oui et non, parce que c'est vrai que vous auriez pu mettre, par exemple, dans le petit montage que vous avez fait, des extraits d'émissions de Radio Jeune, notamment dans les années 1990, avec toutes les dérives qu'il y a eu, notamment sur les questions de la sexualité. Et on voit bien que voilà, on aurait pu trouver aussi des extraits qui montraient que la parole pouvait être aussi extrêmement débridée, se lâcher complètement. Et d'ailleurs, l'instance de régulation, le CSA, est obligé d'intervenir à un moment donné pour fixer les limites. Mais en même temps, moi, c'est plutôt, c'est vrai. Alors là, je ne parlais que de la radio, je ne vais pas parler pour la télévision. Ce qui est intéressant, c'est quand on écoute ces émissions, y compris celles des radios jeunes, c'est à chaque fois une époque qui parle. Et c'est le reflet de ça aussi. Donc, c'est vrai que là aussi, on peut avoir un regard moral sur ce qui est dit, condamné, adhéré. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que souvent, c'est des espaces où, pour la première fois, il y a un certain type de parole qui se donne à entendre. Bon, alors on a parlé de Macha Béranger et puis de Ménie Grégoire, mais le grand mouvement quand même des années 90 au niveau de ce qu'on a appelé l'interactivité, ça a été quand même l'apparition de ces fameuses radios jeunes. C'est D-Fool. Love in Fun, D-Fool, Skyrock, qui ont été les deux radios quand même les plus importantes. D-Fool est encore 6 heures par jour. Qui est encore là, radio, toujours un éternel adolescent. Ouais. Il s'est dit dans ces émissions, je me souviens, je les ai écoutées quand j'étais moi-même plus jeune, on n'avait jamais entendu une telle parole sur les ondes. Le langage qu'on entendait, les histoires qu'on entendait, jamais on n'avait entendu ça. On se posait pas la question à l'époque de savoir si ça allait trop loin ou pas, d'ailleurs. Mais quand on entendait, par exemple, Love in Fun avec le doc et D-Fool, moi, j'avais jamais entendu ça à la radio. Et c'est vrai que ça... D'ailleurs, pardon, mais je vous interromps 2 secondes, mais quand le doc est passé en télé, son émission Chelawat, dans mon souvenir, a fait un four. Est-ce la radio permet une libération de la parole bien supérieure sans doute à la télé. Peut-être ce que je dirais, pour pas justement être du côté de on charge la télé et puis on défend la radio, je vais faire l'avocat du diable. Défend sa parole, il y a quelque chose d'important dans tout ça dont on n'a peut-être pas encore assez parlé, c'est la question du dispositif. Et toute cette parole, en fait, est filtrée via un dispositif. Un dispositif, c'est simplement la manière dont on donne la parole. Est-ce qu'on est dans une émission de jeu? Est-ce qu'on est dans une émission de débat? Est-ce qu'on est dans une émission de confession? Bon, tout ça, les gens des médias, forcément, ils ne donnent la parole qu'à travers ces prismes-là. Et à vrai dire, là, vous avez effectivement choisi des extraits où on voit, c'est vrai, des anonymes à la télévision s'exhibant et puis à la radio plutôt se confessant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des dispositifs aussi en radio qui ont été aussi trash qu'à la télévision. Il y a eu des dénonciations, il y a eu... Moi, j'ai travaillé sur les plaintes devant le CSA des radios jeunes. J'étais quand même très surpris par la retranscription des propos qui avaient été tenus, par les appels parfois de certains animateurs. Vraiment aussi, on était dans un univers là qui était aussi assez trash, puisqu'on parle de regard moral. Donc voilà, il y a eu des dérives, parce que tout cela est question de dispositif. Quand Mireille Dumas, elle abandonne les documentaires qu'elle faisait, où elle allait à la rencontre des gens, et où elle fait Ballet Masque, elle change totalement de prisme. Elle passe on va dire, d'un travail plutôt noble, enfin représenté comme noble, c'est-à-dire aller sur le terrain, donner la parole aux gens. Elle était considérée comme une documentariste de renom, Mireille Dumas. Et après, elle fait cette émission à la télévision, Ballet Masque, et là, tout d'un coup, on l'accuse de faire de la trash télé. Je pense que là, le basculement est extrêmement emblématique de cette époque, qui va voir l'émergence de tous ces reality shows des années 90, où là, tout d'un coup, c'est vrai que la télévision n'est plus dans son rôle peut-être d'accueillir des confessions, des récits, voilà, mais elle se met à vouloir changer la vie des gens.
Et là, c'était le grand changement des années 90. C'est quand cette télé, elle a voulu retrouver les gens, elle a voulu les faire se réconcilier, elle a voulu leur prêter assistance. On a des tendances qui étaient déjà plus anciennes, mais là, vraiment, c'était quasiment plus que ça. Et là, on était déjà plus dans l'écoute. On n'était plus du tout dans l'écoute d'une parole, dans cette réception de la parole, mais dans la volonté vraiment de faire un spectacle à partir de cette parole. Et là, on a complètement changé d'époque. À un moment, on a consommé du lambda. Et vous-même, vous étiez dans l'arrière-boutique de Réservoir Prod. Comment ça se passait ? Ces gens-là, un problème cardiaque, la jeune fille qui parle de sa vie future. Il y a eu tout à coup des anonymes qui sont venus. Comment ils étaient castés ? Comment on les trouvait ? Puis ils étaient bons à la télé. Enfin, ils savaient quand même se tenir, ils parlaient bien. Parce qu'ils étaient castés. Et parce qu'il y avait un gros boulot de casting derrière. Et après, c'était une époque, c'était un casting sans Internet. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Avec des corps intermédiaires, exactement. On passait par les hôpitaux. On passait, il y a un réseau associatif qui est assez important en France. Donc, les associations, on avait des annuaires d'associations qu'on appelait, on sollicitait énormément pour tout et n'importe quoi. On avait et on passait beaucoup de temps au téléphone avec les gens. Donc on catégorisait, je sais pas si ça se dit, mais les témoins. À l'époque, on les appelait encore des témoins. ABC, donc bien, moins bien, plutôt nul. Donc après, en fonction des besoins, on composait un plateau avec un peu des très bien, un peu des moins bien, un peu des rebuts quand on n'avait pas le choix. Et c'était aussi on avait des difficultés à avoir des photos parce qu'on n'avait pas le temps pour se faire envoyer des photos. Et puis il n'y avait pas Facebook. Et il n'y avait pas Facebook, ouais, c'est ça. En fait, je me disais pourquoi on n'avait pas de photos. C'est pour ça. On n'avait pas de photos. Et je me suis dit, il y avait des sujets où on avait vraiment très peur parce qu'on découvrait les gens au moment de l'enregistrement. Donc, je sais pas, l'anorexie était très à la mode à l'époque. Et sans doute très télévisuel, pardon. Énormément. Mais il fallait quand même des anorexiques. Ça se voit, mais qu'ils ne soient pas dérangeants quand même. Donc il faut quand même penser aux familles, quoi. Donc, et vous êtes prêté à cette mascarade? Moi, je faisais mon boulot, j'étais derrière le téléphone, je disais les biens et les moins bien. Et après, on faisait des paris. Est-ce qu'à ton avis, elle est très maigre? Est-ce qu'à ton avis, est-ce que ça passe? Et on avait des maquilleuses, donc en fonction de ça, est-ce qu'il faut rajouter des cheveux? Parce que parfois, quand ils sont très anorexiques, ça tombe un peu. Enfin, c'était... mais c'était aussi une manière de voir des gens qu'on ne voyait jamais et qui étaient propulsés dans un espace public duquel ils pouvaient s'exprimer. Oui, puis les gens, ils étaient beaucoup moins réticents. C'était beaucoup moins difficile de trouver des gens qui viennent à la télé à l'époque que maintenant. C'est une autre catégorie. Maintenant, il y a les gens qui viennent volontairement pour la télé-réalité, mais quand on cherche des vrais témoignages, et ça devient beaucoup plus dur. À l'époque, ils étaient... parce que c'était filtré par cette réseau associatif, c'est-à-dire qu'ils étaient plus en confiance, en fait. Ils venaient... Et je ne sais pas très bien quelles étaient les motivations. Ils étaient certainement très différents en fonction des personnes et des problématiques. Mais c'était... Ils étaient plutôt contents d'être là et d'être entendus. D'autant que, en l'occurrence, Delarue était un incroyable animateur et un accoucheur de témoignages hors pair. Et mais vraiment, la carte maîtresse, quand les gens hésitaient, c'est Jean-Luc aime beaucoup votre histoire. Et donc là, les gens disaient, dans ces cas-là, on va réfléchir. Donc, alors que Jean-Luc était absolument pas au courant de l'histoire des uns et des autres. Mais c'était, il avait une sorte d'aura. Ce type était. Il avait un aura incroyable. Donc ça, pour nous, c'était quand même une carte assez maîtresse. Jean-Luc a beaucoup aimé votre histoire. Là, c'était assez irrésistible comme argument. Hervé a beaucoup aimé votre histoire. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Ce qui est amusant avec votre exercice, c'est que là, pour le coup, on mêle de l'intime et du politique, mais il y a quand même pas mal d'intime. Et très rapidement, de toute façon, on a envie de raconter sa vie, peut-être. Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai aucun problème à faire ce que je fais, parce que par exemple, je me rappelle une année pour Mermet, j'ai voulu faire la vie d'un immeuble. Et donc, je frappais à la porte des gens, et les gens m'ouvraient ou n'ouvraient pas, mais me parlaient à travers la porte. Et puis, et je rentrais dans cette intimité, et les gens me racontaient leur histoire. Et je me rappellerai toujours, c'était assez rigolo, parce que c'était mon premier reportage chez Mermet. Et le réalisateur me dit, ouais, c'est bien, mais bon, c'est juste une succession d'histoires, quoi. Alors, je dis, oui, d'accord, je comprends. Et alors, j'y suis retourné.
Et puis là, je frappe à une porte et une femme m'ouvre et elle est aveugle. Elle vit dans un petit studio. C'était un immeuble que j'avais pris sur les Champs-Élysées. Et elle était habillée comme une clocharde et elle me raconte sa vie, ancienne habilleuse du Lido, qui voyait plus personne. Enfin, voyait plus personne, excusez-moi le lapsus, mais bon, personne ne venait frapper à sa porte et c'est pour ça qu'elle m'a ouvert d'ailleurs, parce que elle n'avait qu'une visite par semaine, c'était la dame de la mairie. Et toute cette histoire est extraordinaire parce qu'elle elle vivait là, sur les Champs-Élysées, aux 78 Champs-Élysées, et personne ne venait la voir. Et donc, et après, je suis retourné la voir et je me suis dit, mais heureusement que je fais de la radio parce que j'aurais eu une caméra, j'aurais exposé à la terre entière, enfin à la France entière en tout cas, cette femme que je trouvais touchante, poétique, parce que de temps en temps elle me disait, je lui disais, mais vous êtes propriétaire de votre studio? Et elle me disait, non, I am a locataire, you understand? Et alors, et tout ça, alors c'est vrai que cette histoire aurait été filmée, on aurait dit, oh là là, mais c'est incroyable et tout. Là, c'est passé à la radio, ça a été rediffusé, mais quand les gens ont entendu... On reste dans quelque chose de littéraire, presque, voilà, à vous écouter. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est quand même... par exemple, je constate qu'aujourd'hui, sur France Inter, il n'y a plus d'émissions comme Macha Béranger, quoi. Alors, il y a peut-être deux raisons. C'est que à l'époque, France Inter émettait 24 heures sur 24 des émissions originales, alors que maintenant, à partir de minuit, on rediffuse, quoi. Et donc, il n'y a plus la place pour ce genre d'émission. Et peut-être qu'il n'y a plus les auditeurs pour écouter ce genre d'émission. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je constate qu'il n'y a plus l'équivalent de Macha Béranger. Alors, comme le temps passe et que tout le monde attend avec impatience la séquence télé-réalité, je propose qu'on y passe tout de suite sur l'émergence de cette nouvelle télévision à l'orée des années 2000. Bon, Nathalie, désolé de vous interrompre. C'est vers vous que je vais me tourner en premier. C'est vous la spécialiste de la télé-réalité. Mm-hmm. Première question, le Loft 2001, c'était il y a hyper longtemps. Oui. Et pourtant, ça a vraiment marqué une rupture. Et on a l'impression de vivre encore dans cet univers-là. Oui, ça a marqué une rupture parce que c'était un format d'émission qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? On entend là, est-ce que c'est un jeu? Mais on se demandait, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une fiction? Quel est le rapport avec le réel? On ne savait pas, en fait, à quoi on avait affaire. Et comme on ne savait pas, en fait, on a pris peur, et on a pris peur collectivement. Donc, il y a eu, en fait, une grosse Même polémique. Moujotte a pris peur. Hein. Mais oui, même Moujotte, et puis après, ils en ont fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En fait, fondamentalement, ce qui a fait peur avec le Loft, c'est la rupture du rapport public-privé tel qu'on le connaît depuis le 19e. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le 19e siècle, on considère que le privé, c'est le moment et c'est l'endroit où l'individu peut se reposer du contrôle de la société sur lui. Donc, avec ce type d'émission de captation en continu, effectivement, ce rapport public-privé n'a plus cours et donc ça fait peur. On a peur du dispositif de surveillance qui rappelle les sociétés totalitaires, d'autant plus que le nom de l'émission pionnière, c'est Big Brother. Donc ça fait explicitement référence au roman d'Orwell. Les Néerlandais n'y sont pas du tout allés par quatre chemins. Non, ils y sont allés direct. Ils sont allés presque direct. Sans ironie, en fait. Non, sans ironie, mais c'était parce que ça a fait scandale et c'était probablement ce qui était recherché. C'est-à-dire qu'on en a parlé et tout le monde est allé voir. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Pour avoir une idée, on va regarder et donc ça fonctionne, si vous voulez. Et donc voilà, on a vraiment peur. On a peur aussi de cette
de l'exploitation marchande des désirs et des pulsions. Là, dans les extraits, on entend parler de voyeurisme, de sadisme, en fait, de toutes ces pulsions, effectivement, qui sont présentes chez l'être humain, qui ne sont pas parmi les plus valorisées en général, et que là, avec ces émissions, on met au centre de la scène. Donc, effectivement, ça fait peur. Et puis, aussi, surtout, ce qui fait peur, c'est le rapport à la réalité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'est pas en train de créer une fausse réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de manipuler à la fois les candidats et les téléspectateurs en créant un type de personnage très, très particulier? C'est-à-dire un personnage qui est écrit à partir des actes et des paroles d'une personne qui est filmée en continu. Et ça a fait très peur. Voilà. À qui ça a fait peur? Au grand public, aux patrons de chaîne, aux annonceurs? Je crois, les annonceurs sans doute pas d'ailleurs. Alors ça a fait surtout... Parce que, pardon, mais tout à l'heure, Christophe nous disait l'irruption aussi du lambda dans l'espace public a fait peur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette peur panique du vrai gens? Du vrai gens. À qui il fait peur? À qui Loana a fait peur? À qui Loana a fait peur? À l'establishment. Non, sincèrement, c'est une vraie question. Je vais répondre. Non, en fait, quand je dis ça a fait peur, c'est que ça a été une peur collective. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de boule de neige à la fois qui est passée par les articles de journaux, qui est passée par les conversations des gens entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment... avril à juillet 2001, tout le monde a parlé du loft. Tout le monde en parlait partout. Donc, en fait, cette peur, c'était comme une espèce de virus qu'on se transmettait. C'est quoi? Ah là là, c'est pas bien. Et on avait très peur. Après, au niveau des annonceurs, bon, quand ils ont vu que ça marchait, ils ont été beaucoup moins réticents. Là, ça a été la même chose pour les patrons de chaîne, si vous voulez, dans la mesure où ça a fonctionné. Ceci dit, pour les patrons de chaîne, pour les producteurs, il faut quand même savoir qu'ils ont quand même eu des réticences. Parce que longtemps, en fait, en télé-réalité, on n'a pas assumé ce qu'on faisait, on n'a pas assumé les critiques. C'est-à-dire, en fait, on a, du moins au début, c'est-à-dire la télé-réalité qui va de 2001 à 2011. On se retrouve en fait avec des émissions qui essayent de pondérer les critiques, soit en corrigeant le dispositif de l'émission en cours. Par exemple, on a changé le dispositif d'élimination du loft, ou en faisant quelque chose d'un petit peu plus subtil. C'est-à-dire que d'un côté, on se saisit des critiques et on les incorpore très ouvertement dans les concepts. Et d'un autre côté, on aménage un paravent éthique. Donc, je vais vous donner un exemple. Bref, on est en France, quoi. Ouais, bref, on est en France. Bref, on est en France. Et donc, en France, on fait Secret Story, en France. Alors, Secret Story, en fait, c'est une émission qui est à l'antenne depuis 2007. En fait, chaque candidat a un secret et il doit, lui, préserver son secret et découvrir le secret des autres. Donc, la meilleure façon pour y arriver, c'est de manipuler les autres. Donc, comme ça, a priori, on se dit, bon, là, on a un concept qui revendique ouvertement la manipulation. Sauf que non. Dans les faits, quand on regarde le contenu de l'émission, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord, tous les candidats qui vont se revendiquer comme étant de grands manipulateurs vont faire l'objet de sanctions symboliques. C'est-à-dire qu'en fait, on se moque d'eux à l'antenne. Il y a une perte de crédit de ces candidats. Et puis, il y a autre chose. C'est-à-dire que dans le casting, en fait, on incorpore toujours un ou plusieurs candidats qui vont permettre d'aménager un paravent éthique. Donc c'est toujours en fait un message de tolérance à adresser à la société
concernant des groupes de personnes qui sont discriminées, stigmatisées au quotidien. Par exemple, dans la première saison, on avait eu Erwan. Erwan, c'était le cas c'était une jeune fille qui voulait changer de sexe. Et lorsque son secret a été révélé, elle a adressé un petit discours. Un plaidoyer. Voilà, un plaidoyer, tout à fait, aux autres candidats, mais aussi aux spectateurs. Peut-être que je pourrais le lire pour donner une idée de ce que ça peut donner. Attendez, je cherche, je vais trouver. Voilà. Donc, quand son secret est révélé, elle dit la chose suivante. Elle dit « Je suis née avec le mauvais corps. La nature est parfois cruelle. Elle fait des erreurs qui peuvent faire énormément de mal, qui pourrissent même toute la vie. Si c'est dur pour moi de le dire et que j'ai quand même assumé le fait de participer à cette émission, c'est déjà que je voulais montrer à l'extérieur qu'on était comme les autres. On se tape les mêmes délires. On ne vit pas dans des gangs. On n'est pas des fous. On n'est pas des pervers sexuels. Et puis voilà, c'était vraiment un message de compréhension. Peut-être que mon passage ici, il va servir à quelque chose. Pas forcément vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'extérieur. Je peux peut-être être le maillon de quelque chose. Et ça, ce serait génial. Voilà, ça, ce type de discours, bon, c'est très touchant. Honnêtement, moi, je me souviens très bien quand j'ai vu l'extrait, j'ai été très touchée. C'est très, effectivement. Au-delà du paravent éthique, c'est quelque chose de très tangible. Ah, totalement. C'est très tangible, c'est très touchant. Après, ce qui devient moins touchant, si vous voulez, c'est quand vous en avez plusieurs dans l'émission et que à chaque fois, on a la même chose. C'est-à-dire que c'est là qu'on se rend compte que c'est un paravent éthique. Au début, on est touché. Après, c'est un peu autre chose. Alors, mais est-ce qu'on n'est pas, je m'adresse à vous trois, est-ce qu'on n'est pas déjà... Là, on est en 2007, dans le premier Secret Story. Oui. On est dans un passage de témoins entre cette télé-réalité et les réseaux sociaux. Zuckerberg lui-même ou les patrons de Google disent que la vie privée n'existe pas. Est-ce qu'on n'est pas là dans les premiers soubassements de cette nouvelle civilisation où la frontière public-privé a complètement disparu? On est là, Véronica, au-delà même de la rue. Et on voit bien après, avec les ch'tis, que ils semblent être des acteurs. Et de ce point de vue-là, il y a un peu la jurisprudence île de la tentation. C'est pas des candidats de cette jurisprudence par rapport à cette à l'évolution. On est au temps, milieu des années 2000, quoi, à peu près. Mais à partir de là, de toute manière, la loi fait des candidats, des acteurs, en fait. Donc, à partir de là, ils sont payés pour être là. En fait, c'est quoi? Ils réclament d'être rémunérés en tant qu'acteurs, en tant que... Ils ne réclament rien du tout, ça fait partie du contrat. C'est-à-dire qu'ils sont payés, ils sont un contrat de comédien. Et ça dépend après de... Ils sont un contrat, c'est des cachets, en fait. Et du coup, à partir de là, leur temps de travail est réglementé. Ils peuvent tourner tant d'heures par jour. Et à partir de là, moi ce qu'on a vu avec ce nouvel statut, c'est que comme ce sont des comédiens, dans leur tête aussi, ils réclament aussi qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vous attendez de moi. En fait, ils se mettent à notre disposition. Donc, et je pense que là, c'est plus des lambda, quoi. Ça n'a plus rien des lambda, c'est des professionnels. Et là, ce que disait Benjamin Castaldi, on disait, on leur donne des gages, des trucs. C'est parce que aussi ils réclament. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc, je pense que les productions ont intérêt à qu'il se passe quelque chose, à alimenter le truc. Mais eux aussi, ils attendent qu'on leur donne, je sais pas, des gages. Alors, mais je ne sais pas si on va révéler des grands secrets, mais dans les reines du shopping, dans Bienvenue chez nous, c'est des vrais gens ou bien? Ah bah oui, c'est complètement des vrais gens. D'accord. Oui. Il reste des vrais gens qui ont une vraie vie, qui ont des vrais maris, des vraies épouses, des vrais enfants. La seule différence par rapport à avant, c'est que vous leur tendez une caméra et un micro et ils savent parler.
Oui. Enfin, ça dépend de quelle région, en fait. Ouais. Là, il y a une fracture, une rupture générationnelle qui est très importante. C'est-à-dire que les vieux, c'est-à-dire les vieux de mon âge, et ils sont, c'est un peu la tannée en télé maintenant, parce qu'ils n'ont pas les codes, quoi. C'est-à-dire qu'on tourne pendant une semaine et à la fin de la semaine, il faut toujours leur expliquer comment s'est positionné, comment reprendre la question, alors que les jeunes, on a l'impression qu'ils sont nés avec ça. C'est vraiment. Ils sont nés avec ça. Oui, mais en fait, ils connaissent mieux que nous. C'est-à-dire qu'ils reformulent mes questions. C'est-à-dire qu'ils posent les questions mieux que nous. Attends. Et boum, ils font le. C'est assez impressionnant, voire même un peu déroutant, parce que parfois, je dis, je rentre. Et. Oui, donc il y a cette. Je sais pas, c'était quoi la question? Il y a cette rupture comme ça, générationnelle, qui est assez nette. Et je pense que ils ont été tous un peu biberonnés à ce qu'on vient de voir. Au Loft. Après, les émissions un peu de divertissement ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que les profils des candidats ne sont pas les mêmes que dans le Loft. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent plus ou moins avec une motivation, quelle qu'elle soit, il y a une motivation derrière. Là, le nouveau Loft, là, je sais pas comment il s'appelle, le Lefty ou je sais pas quoi. Voilà, Lefty. Il y a les Marseillais aussi. Voilà, j'ai du mal, mais parce que je suis pas psychanalyste, il est très loin de là, à connaître et à saisir leur motivation en fait pour faire ça. Je veux dire, quand on fait un truc de maison d'hôte, en général, on est passionné, on a une histoire à raconter, on raconte quelque chose. Après, peut-être que le média n'est pas le bon, la manière de la raconter n'est pas. Mais ils viennent là pour raconter quelque chose. Les reines du shopping, je sais pas, elles aiment le shopping, elles aiment la mode. Je sais pas, parfois c'est des mères des familles, elles veulent prendre une semaine. Voilà, c'est positif finalement. Enfin, je veux dire, c'est le quart d'heure de célébrité. C'est ça. Et puis c'est distrayant, c'est rigolo, c'est des émissions qui sont plutôt bon enfant. Il n'y a pas de méchanceté. Donc oui, c'est pas qui est la taupe. Où il fallait balancer. Formidable cette émission, qu'est-ce que j'avais adoré. Hervé, pardon, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais je donne la parole avant Christophe. Moi, je voulais dire que tout ça a bien ringardisé la radio. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'arrive avec mon micro, tout de suite, les jeunes et les moins jeunes me disent, mais elle est où la caméra, quoi? Donc, à partir du moment où je leur dis, moi, il n'y a pas de caméra. Moi, regarde, il y a marqué France Inter sur mon micro. Les gens disent, ah bon, d'accord. Il n'y a pas non plus d'érosion de l'audience sur France Inter. Non, mais d'ailleurs, bien sûr, puisque quand la télé est arrivée, je me rappelle très bien que les gens disaient c'est la fin de la radio. Or, la radio continue à très bien se porter et je pense que quand on voit ça, on se dit qu'il y a un bel avenir pour la radio, quoi. Ouais, vous plaidez vachement pour... en fait, ça rehausse considérablement le rôle de celui qui tend le micro anonymement à quelqu'un. Oui, enfin, je ne sera pas vu. Mais d'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse, mais on voit de plus en plus la radio de nos jours. Il y a une caméra qui est plantée dans le studio. Ça, c'est bien mon problème, effectivement. Et c'est vrai que maintenant, tout ça, parce que si un propos est tenu, pour que ça fasse le buzz et que ça passe à la télé, il faut qu'il y ait des images. Donc maintenant, il y a des caméras dans les studios. Et c'est difficile. Et on passe plus d'images comme celle qu'on a montrée tout à l'heure avec un fond blanc et juste. Voilà. Ouais. Mais oui, moi je suis bien évidemment, je suis un vieux con parce que je trouve ça stupide de filmer la radio, mais bon. C'est pas le débat. Christophe, vous vouliez dire quelque chose sur cette émergence. Là, on est encore dans. Alors là, on a poussé tous les feux. Et tout se mélange, on ne sait plus si le lambda est encore un lambda. Alors, c'est la fin des haricots. Sur cette question du lambda, je pense qu'on a répondu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les lambdas eux-mêmes et la justice a tranché. Ce ne sont plus des lambdas. Puis dès qu'il y a casting, il n'y a plus lambda, puisqu'on choisit la personne. On pourrait dire que... Voilà. Et puis elles sont rémunérées pour une certaine prestation. Donc, je les rangerais même quasiment plus dans la catégorie des lambdas. Mais bon... non, surtout ce que je voulais dire, c'était... moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la question de la parole. Alors, c'est vrai que les derniers extraits par rapport à ça m'ont laissé quelque peu perplexe. mais voilà. Mais dès l'instant où un certain type de télévision ne prend plus en charge la question de la parole, ma foi, c'est bien pour la radio, au contraire. Je pense qu'on a tout à gagner à ce que la télé ne la prenne plus en charge. Et ce qui se passe honnêtement aujourd'hui, c'est que loin d'être en pleine érosion,
Je pense qu'au contraire, ça devient... j'aime pas trop le mot de refuge, parce que ça, on aurait l'air de passer pour des dinosaures ou des espèces à protéger, donc c'est pas du tout le cas. Mais ce que je perçois, c'est que, même y compris au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui sont en train de venir vers la radio. Ça, c'est une tendance depuis 4-5 ans. Le podcast fonctionne merveilleusement. Ce qu'on appelle le podcast est l'expression de ça. Et quand vous prenez la majorité des podcasts, ce qui marche le plus, ce sont les récits d'anonymes, précisément. Alors, d'ailleurs, certaines choses sont parfois un peu scénarisées. D'ailleurs, on sent que la télé, quand même, a beaucoup influencé ça. Mais il reste Albert encore Londres scénarisait aussi beaucoup. Oui, on n'a jamais... Voilà, c'est pas mal, de toute façon, la scénarisation. C'est partie de la construction des émissions. Mais donc, on voit bien qu'à côté de ça, voilà, la radio, et ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a des émissions très, très populaires qui marchent énormément en termes de podcasts. Je pense, par exemple, à This American Life, mais aussi un autre projet qui a aussi bien des années qui s'appelle Radio Diaries, qui sont des espèces d'émissions bibliothèques de récits d'anonymes. Allez sur leur site, Radio Diaries, This American Life. Depuis 20 ans, ces émissions donnent la parole à des anonymes. Radio Diaries, c'est extraordinaire. On donne un appareil d'enregistrement à un lambda, comme vous dites. Il le conserve pendant 1 an. Et après, hop, voilà, ils donnent ça à la radio. Et ils font... Voilà, la radio soit fait un documentaire avec, soit le met sur le site, monté, tout ça. Il n'y a même pas d'équivalent en France à Radio Diaries, ça n'existe pas. Donc cette puissance de la parole, ma foi, elle n'a pas disparu. Donc, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu, Claude François, tout ça. Il n'y a même plus de point commun, par exemple, entre un portrait chez Hervé Pochon et les gens et les ch'tis à la neige. C'est vrai que... ce serait intéressant d'aller les attraper. On parle du lambda des deux côtés. Mais à un moment donné, tout le monde a quand même compris que c'était plus les mêmes genres, plus les mêmes intentions, plus les mêmes publics. Enfin, on est vraiment dans on a basculé. Voilà. Donc cette télé, moi, j'ai pas l'habitude de juger moralement avec des critères de moraux les émissions, donc je m'en garderai bien de le faire. Mais en ce qui concerne la parole, on peut pas dire que la parole elle a disparu. Je pense que l'extrait là peut-être laisserait penser ça, mais non. Je pense que cette parole elle est puissante. Moi j'écoute beaucoup de podcasts anglais aussi, The Untold par exemple ou Outlook sur la BBC World Service. Vous avez des histoires sans arrêt. Et elles sont formidables. J'ai écouté aujourd'hui une émission incroyable que je vous conseille d'aller écouter sur Outlook, l'émission de BBC World Service. Un journaliste qui raconte comment un malfrat a emprunté son identité, donc au journaliste, pour faire un crime, se mettre à accuser le journaliste, qui lui-même a dû se défendre. Enfin, il y a toute une histoire rocambolesque, absolument incroyable, qui dure une demi-heure, et on dirait un polar, quoi. Et c'est dans Outlook, BBC World Service, pardon. Voilà, donc la parole, elle est là, elle est jaillissante, elle est là. Ce qui me dérange un peu, c'est dans les extraits qu'on vient de voir, on a l'impression que les gens ont perdu l'usage de la parole. Et donc, je voudrais surtout pas qu'on croie ça, qu'il y a... Et voilà, et il y a beaucoup de gens... Et tous les ch'tis ne sont pas comme ça. Et tous les ch'tis Quoique... Bon, je viens du Nord, donc on peut aussi se moquer de soi-même, mais c'est pas ça. Mais voilà, donc Norman se moque beaucoup des ch'tis. Voilà, il y a plein de jeunes où on les voit bien arriver, soit dans les écoles de journalisme d'ailleurs, et un peu partout. Des gens qui veulent redevenir reporters radio, un peu comme avant, à l'ancienne, aller voir les gens comme ça, leur donner le micro. Moi, j'étais étonné par cette espèce de revival depuis 5 ans, qui est très très net. Et ce qui est paradoxal, c'est que sur le service public, c'est un peu en deçà. Il n'y a plus beaucoup d'émissions. Hervé l'a dit. Il y a Les Pieds sur Terre sur France Culture, mais une histoire particulière. Un peu. Enfin, on sent que c'est quand même en recul. Alors que sur Internet, Binge Audio, Slate, voilà tout ça. Tous ces espaces-là sont vraiment remplis de paroles d'anonymes. Alors à la télé, il y a Sophie Davant encore qui continue, je crois. C'est plus Sophie Davant, c'est Faustine Bollard, non? Tu penses au truc l'après-midi? Oui, c'est Faustine Bollard qui a pris sur France 2, ouais. Okay. Il y a la quotidienne, ouais. Alors on a beaucoup mobilisé la parole. Je suis désolé, il est un peu tard. On va peut-être se donner 5 minutes. Je vous vois pas du tout parce qu'on est un peu aveuglé. Mais si vous avez des questions pour nos invités, c'est le moment. Je dis ça de manière un peu abrupte. Et il commence à faire un peu froid en plus dans cette pièce. Oui. D'abord, moi, je voulais vous remercier parce que c'est assez fascinant de regrouper comme ça des gens d'un univers finalement assez différent au niveau des médias et qui arrivent à partager et échanger sur cette... Entre gens du monde. Hein. Non, mais c'est pas... Connaissant les médias assez bien, je sais que c'est assez étonnant comme cocktail. Moi, je voudrais juste vous poser une question à tous. C'est à quel moment, en fait, cette parole d'anonyme, elle devient...
en fait directement source d'information, parce que la parole d'un anonyme, en fait, elle se transforme. C'est-à-dire qu'elle arrive dans un média. Vous pouvez préciser 2 secondes ce que vous faites dans la vie? Vous croyez? Ça se fait? Ouais, bah c'est bien. Alors, je suis chargée des enquêtes et de la politique pour un magazine. Donc vous êtes journaliste, donc c'est une question qui vous intéresse. Et directrice de la publication du magazine Cosette. Mais on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, à quel moment, justement, cette parole d'anonyme n'est plus là pour donner à imaginer, à voir, ou pas seulement, mais raconter des histoires, mais elle se transforme en une source d'information qui va repatouiller tout, quoi. Et ça vaut aussi, j'imagine, pour la télé-réalité. Parce que quand vous allez caster des gens, j'imagine que c'est aussi parce qu'ils vont refléter à un instant, à un moment donné, quelque chose de la société dans laquelle on vit. Ça fait partie de la donne ou en fait non? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous allez quasiment au hasard en fait des rencontres. Je pense, ouais. Il y a 2 démarches qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche-là qui est une démarche hasardeuse de la circonstance, je pense, du moment. Et puis, il y a le travail de casting qui est fait dans toutes ces émissions qui sont, où en effet, tout est très catégorique. C'est-à-dire que chaque profil correspond à une catégorie. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit des fiches de casting, avant le prénom de la personne, on va avoir la catégorie dans laquelle on va la mettre. C'est la bimbo allumeuse, ça va être... Oui, non mais je suis désolée. Hein, mais c'est obligé. Ouais. Donc il y a ça, et en dessous, il y a écrit Cindy, 23 ans. Mais avant... Donc oui, en effet, je pense que quand on fait du casting, et puis les casteurs, moi maintenant, j'en fais plus tellement, mais les casteurs, je pense que ce qu'ils entendent au moment où ils font du casting, avant tout, c'est dans quelle case je vais pouvoir le mettre. C'est parce qu'en fait, quand on présente un casting, que ce soit des producteurs ou un directeur des chaînes, je viens savoir si les types s'appellent Gérard ou Jean-Pierre, ça compte peu. C'est-à-dire qui ils représentent. Donc, ça va être les braves gars, les bons copains, les beaux gosses, je sais pas quoi, un peu débiles. Enfin bon, après, on trouve des euphémismes, on trouve des manières gentilles de dire les choses. Mais oui, ils parlent. Ils racontent tous quelque chose de... Un sociologue, pour tirer le fil, un sociologue qui voudrait faire un portrait de la France d'aujourd'hui pourrait regarder ça de manière... d'ailleurs, vous l'avez fait. C'est ce que vous avez fait, Nathalie. Non, mais je veux dire, c'est vraiment de l'histoire immédiate. On est là dans de la matière humaine à un moment où il y a de plus en plus de segmentation sociétale. Mm-hmm. Si on veut savoir ce qui se passe dans notre propre pays, c'est pas forcément inintéressant de regarder de la télé-réalité ou d'écouter des émissions. Non, absolument pas. C'est-à-dire que ce que ça montre en fait ce que les médias montrent en général, c'est l'état des représentations collectives à un moment donné, si vous voulez. Donc effectivement, savoir que on va catégoriser par exemple les femmes de telle et telle façon, ça va informer un sociologue sur l'état en fait l'état du débat public sur la représentation des femmes, par exemple, que ce soit dans la télé-réalité ou dans d'autres types d'émissions. Deuxième question, peut-être dernière, parce qu'ensuite il va se faire tard. Oui, au deuxième rang, je vais vous donner mon micro. Merci, bonsoir. Donc, je m'appelle Céline. Donc, je vous remercie pour toute cette parole. Alors, ma question, ce sera comme une forme de conclusion. Comment voyez-vous l'avenir des médias et l'avenir du lambda, s'il vous plaît? Vous êtes formidable. Alors, vous avez 30 secondes chacun et ensuite on s'arrêtera là. Ok, alors 30 secondes chacun. L'avenir du lambda. Le lambda dans 10 ans, à peu près. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est ce qui se passe sur YouTube. Parce que là aussi, on a la représentation des anonymes et des anonymes qui, au fil du temps, se professionnalisent. Et qui proposent, eux, leur propre programme qu'on peut après retrouver sur les box et qu'on peut après retrouver sur nos écrans. Donc, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là, de l'anonyme qui fait au début son propre programme dans sa petite chambre et qui après devient un professionnel de la beauté, de l'humour ou peu importe. Véronica, est-ce que vous avez encore des
Est-ce que la télé-réalité, telle qu'on la pratique, a encore un avenir, en l'occurrence, pour ce qui vous concerne? Je ne sais pas. En revanche, ce que je remarque, c'est que très souvent, il y a une concomitance. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup des candidats qu'on reçoit, c'est des blogueurs. Ils mènent une vie déjà dans les réseaux. Ils s'exposent, ils se filment, ils ont une chaîne YouTube. Donc, je sais pas. Et ils continuent à faire les deux. Donc, je ne sais pas si les deux peuvent continuer à. Il y a de la porosité, hein. Ouais, complètement. Les frontières sont ouvertes. Ouais, complètement. C'est-à-dire, et souvent, il y en a qui sont là aussi pour promouvoir leur chaîne YouTube. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça qui se passe entre les deux, mais je ne sais pas vers où ça nous mène et comment. Temps de pochon dans 10 ans, ça donne quoi? Je sais pas que vous dire. À la fois, j'ai envie de dire, j'espère que ça existera toujours, ça voudrait dire que je serai pas au chômage. Et puis, de l'autre côté, bon, tout bouge. Non, moi, l'avenir du lambda, je suis assez optimiste parce que je pense qu'on aura toujours besoin de nouvelles paroles et que, pour moi, le principe du lambda, il est là, il est dans cette parole qu'on n'entend pas et on est content d'entendre parce qu'il y a une fraîcheur, parce qu'il y a un ton, un accent. Donc, j'y crois beaucoup, avec la réserve que... peut-être pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Christophe disait on n'en entend plus beaucoup, par exemple sur France Inter. C'est peut-être parce que ça nécessite du montage. Donc effectivement, à la fois c'est du lambda, puis à la fois on fait du montage. Donc on met en valeur et on... C'est de l'artisanat en fait. Voilà, et que cet artisanat coûte un petit peu et que finalement la radio, enfin les médias ont moins de moyens et donc c'est plus facile de faire venir une sociologue qui va parler pendant 1 heure et que de faire entendre 15 lambda parce qu'il va falloir passer du temps à faire le montage. À manipuler cette matière, à la travailler. Christophe, c'est la parole, moi, qui dans vos interventions, c'est l'avenir de la parole, c'est très important Oui, pour j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure à la conclusion. Si on fait un peu de prospective, donc, un peu de prospective, oui, parce qu'on est toujours là. Il faut quand même bien préciser qu'on est passé d'un monde où il y avait une chaîne de télé, 3 chaînes de télé, avec des conditions technologiques rudimentaires. Il y avait 3-4 radios sur tout le territoire. On est passé aujourd'hui à un monde avec une offre exponentielle. La question aussi qui se pose, c'est est-ce que ce mouvement va pas continuer? Il n'est pas dit que dans 10 ans, tous les médias qu'on a vus là soient encore là. Peut-être qu'il n'y aura plus de médias. Si on va jusqu'au bout du processus, il n'y a plus cette dichotomie entre ceux qui posséderaient les médias qui les dirigent et puis le public. Si vraiment on va jusqu'au bout du processus, voilà, ces distinctions professionnelles des médias publics n'existent plus. Et c'est ce mouvement-là qui est en train de se passer. On parlait des youtubeurs, par exemple, qui font je ne sais pas combien de milliards de vues. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est encore balbutiant, tout ça. Il n'y a pas encore forcément d'économie. Quelqu'un sur YouTube qui a sa chaîne, il ne se fait pas beaucoup d'argent. Hein. C'est encore... bon. Ça dépend. Ça dépend, mais ça dépend. Mais c'est pas encore une économie qui a supplanté celle des médias traditionnels. Mais à partir du moment où les médias traditionnels dont on parle, les médias déclinent complètement, et où, par exemple, les grands industriels se désengagent, ne gagnant plus d'argent, et puis l'autorité publique, trouvant ça quand même aussi un peu coûteux, se désengage aussi, peut-être, tout simplement, c'est ce système-là qu'on connaît traditionnel qui va disparaître. Et à partir de là... chacun peut créer une web radio, chacun peut créer sa petite émission de télé avec sa caméra. Avec donc c'est la radio libre, mais de manière exponentielle. Dans ce monde-là, peut-être il n'y a plus d'économie non plus. Il n'y a plus d'économie. Peut-être si le lambda devient lui-même le professionnel de de sa propre histoire. Voilà. Il y a plusieurs sociologues qui ont quand même insisté sur le fait que le mouvement d'individualisation, c'est-à-dire que l'individu qui se prend de plus en plus en charge dans la vie, qui écoute de moins en moins traditionnellement l'Église, les syndicats, les pouvoirs politiques. Enfin, quelqu'un comme Alain Ehrenberg a bien théorisé ça. Si on Alain Ehrenberg, la fatigue d'être soi. Voilà. Si on va jusqu'au bout de ce phénomène, l'individu prend en charge lui-même sa propre communication et la propre représentation qu'il veut offrir de lui-même. Et dans ce monde-là, il n'a plus besoin de télévision, il n'a plus besoin, en tout cas, il n'a plus besoin des gens de télévision, il n'a plus besoin des gens de la radio pour se présenter aux autres. Donc voilà, ça c'est une des pistes, mais là on est un peu. Là, ouais, je sais que vous aimez imaginer le monde de demain. Le but du jeu. Donc c'est le but du jeu, mais voilà, peut-être c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'on voit justement avec Radio Diaries, finalement, le média aide encore l'anonyme à se raconter, mais
il est quand même très autonome dans ce système-là. On lui donne un appareil. Voilà, aujourd'hui, on peut trouver un appareil d'enregistrement à 300 €. Il y a même moins cher. Voilà, il peut se raconter, il peut faire le montage et il peut s'adresser au public. Voilà. Alors peut-être le risque, c'est qu'il sera entendu par personne et vu par personne. Mais dans les faits, voilà. Donc moi, je ne sais pas si tout ce système-là qu'on connaît actuellement, il va encore perdurer, à vrai dire. Nathalie, un mot. Oui, oui. Non, c'est qu'en fait, quand j'écoutais comme ça a un côté un peu apocalyptique. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est les youtubeurs dont je parlais, en fait, ils se professionnalisent. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, c'est pas qu'ils racontent tous la même chose, mais ils le font tous de la même façon. Et les médias traditionnels viennent justement les chercher pour les réinjecter dans leurs émissions, pour faire une espèce de porosité en fait entre les deux. Donc, quand même, voilà, juste pour tempérer un tout petit peu le côté apocalyptique, voilà. Bon, c'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci à vous d'avoir été si attentifs. Merci aux gens de l'INA d'avoir fait le montage. Merci aux gens de l'INA, encore une fois, qui connaissent mieux la France que beaucoup de monde. On se retrouve la prochaine fois pour parler peut-être de Claude François. Ouais, je suis fan. Merci beaucoup.